Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo très importante tout simplement parce qu'on va regarder où est-ce qu'on est présentement sur les marchés boursiers en mars 2024 au moment où j'enregistre cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois et c'est quoi surtout mes prévisions pour la suite des choses. Donc c'est le genre de vidéo que j'aime faire quelques fois par année. La dernière fois que j'avais enregistré une vidéo comme ça, on était en fin 2023 et on va également donc faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois et qu'est-ce que je vous avais expliqué dans la dernière vidéo. Donc aujourd'hui, on va regarder tout ça. Ça va vous apporter énormément de valeur. Mon but avec ces vidéos-là, c'est de vraiment vous montrer comment réfléchir en tant que trader professionnel, qu'est-ce qu'il faut regarder pour vraiment avoir une idée concrète de qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur les marchés et évidemment de vous apporter le plus de valeur possible et de faire en sorte que mon contenu gratuit soit meilleur que le contenu payant des autres. Donc guys, j'espère que vous êtes excités pour cette vidéo-là parce que comme j'ai dit, ça va vous apporter énormément de valeur. Donc si c'est le genre de contenu que vous aimez, mettez un like sur la vidéo, j'apprécierais énormément et ça va en fait me montrer si vous voulez davantage de vidéos comme ça sur la chaîne et assurez-vous d'être abonné également si ce n'est pas déjà fait. Donc sans plus tarder, allons-y directement et regardons tout ça beaucoup plus en détail. Donc dans la dernière vidéo que j'avais fait, on était très exactement juste ici. Donc là en ce moment, je suis sur le S&P 500 qui est l'indice boursier là, américain, disons le plus classique pour évaluer où est-ce qu'est la bourse en ce moment. Et donc, on était juste ici. Et ce que j'avais expliqué dans la dernière vidéo pour faire un bref résumé, c'est tout simplement le fait que j'étais extrêmement haussier sur les marchés et je vous avais même montré les positions que j'avais réussi à accumuler, notamment aux alentours d'ici et aux alentours d'ici. Donc, j'étais déjà en profit au moment d'enregistrer la vidéo et je vous avais donc expliqué pourquoi j'étais tout simplement haussier, pourquoi je pensais que le gros niveau technique qu'on a juste ici, donc pourquoi on allait briser ce niveau-là et probablement même revenir tester le point haut historique. Et comme on peut voir, eh bien, c'est exactement ça qui est arrivé. Cette vidéo-là, d'ailleurs, est encore disponible sur la chaîne si vous voulez tout simplement y retourner par la suite pour voir un petit peu les raisons de cette idée-là. Mais donc, j'étais très haussier déjà juste ici. Ensuite de ça, l'autre vidéo d'avant que j'avais faite, on était plus aux alentours d'ici sur les marchés et j'étais encore une fois très haussier. En fait, je suis haussier depuis début 2023 et pour l'instant, ça a super bien fonctionné comme idée. Et je vous annonce aujourd'hui que je suis encore bel et bien haussier sur les marchés. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est surtout pourquoi je suis haussier, c'est quoi les raisons qui font que je pense que le marché va continuer de monter pour les prochains mois et probablement durant 2024. Et surtout que vous comprenez donc c'est quoi le raisonnement que je vais suivre pour vraiment bâtir une idée qui, selon les probabilités, a plus de chances de fonctionner. Avant qu'on commence, je tiens également juste à mentionner que quand je vous montre ces anciennes positions et ce que j'avais dit dans les dernières vidéos, c'est pas pour avoir l'air d'un génie, c'est pas pour faire comme si j'avais tout le temps raison parce que c'est pas vrai, j'ai pas tout le temps raison et des fois je me trompe, mais le travail d'un bon trader, quelqu'un qui fait ça depuis longtemps, moi personnellement ça fait 9 ans que je trade, ça fait 5 ans que je fais ça à temps plein, eh bien c'est d'avoir raison la plupart du temps et d'avoir les probabilités qui vont jouer en sa faveur. Et donc le but c'est juste de vous montrer exactement le raisonnement que je vais suivre pour évaluer justement où est-ce qu'on en est sur les marchés et c'est quoi qui a le plus de chances d'arriver dans le futur. Bon, premièrement, je vais revenir sur le graphique qu'on a juste ici. C'est un graphique qui est extrêmement important à comprendre, que je vous avais déjà montré également à quelques reprises. Donc en blanc, on a tout simplement les marchés boursiers. En orange, on a les taux d'intérêt et en mauve, on a le taux de chômage aux États-Unis. À noter également que quand je vais analyser les marchés boursiers et juste bâtir en fait une vision du monde par rapport à ça, je vais tout le temps regarder les États-Unis. C'est de loin l'endroit le plus important. Tout ce qui est Canada, etc. Honnêtement, on s'en fout un peu au niveau mondial. C'est pas super pertinent. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les États-Unis parce que c'est 50% du worldview. Le worldview, c'est la façon qu'on va bâtir une vision du monde. L'Europe et la Chine sont également importants, mais de loin, le plus important, c'est les États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on se concentre là-dessus. Un point donc qui est important à comprendre ici, c'est que l'une des croyances, je dirais, les plus répandues en général en trading, c'est que les gens pensent que quand les taux d'intérêt augmentent, c'est là que les marchés vont se planter. Et la réalité est tout autre. Et c'est même en fait le contraire. Donc si on regarde par exemple le mouvement juste ici. Okay? Donc là, on était en 2000. Ça, c'était tout simplement le crash qu'on avait eu suite à la bulle technologique, donc dans les débuts 2000.
Et donc, si on regarde le graphique un petit peu plus en détail ici, on peut voir que la ligne orange, c'est les taux d'intérêt. Et donc, quand les taux d'intérêt augmentent, on voit que le marché boursier en blanc augmente aussi. Okay? Si on isole là, cette période de temps-là juste ici, on voit que les deux sont haussiers. Et donc, ce que ça nous montre, c'est que quand les taux d'intérêt sont encore en train d'augmenter, le marché boursier en 2000 continuait d'augmenter également. Et donc, ce qui arrive, c'est que de plus en plus que la Banque centrale augmente les taux d'intérêt et surtout les laisse élevés pendant longtemps, de plus en plus que ça va mettre une certaine pression sur l'économie. Parce que le fait d'augmenter les taux d'intérêt, ça a pour incident et pour résultat de tout simplement ralentir l'économie en raison du fait que, par exemple, avoir une hypothèque, acheter une voiture à crédit, etc., ça va coûter plus cher parce que les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc, quand les taux d'intérêt augmentent, et qu'il reste élevé pendant longtemps, eh bien, de plus en plus que ça dure, de plus en plus que ça peut impacter l'économie, tout simplement. Et donc, si ce phénomène dure, entre guillemets, trop longtemps, c'est là qu'on pourrait voir potentiellement l'économie commencer à se dégrader, le taux de chômage augmenter et par la suite, la bourse commencer à baisser. Et c'est là également que les taux d'intérêt vont rebaisser et c'est pour ça qu'ils vont avoir tendance à se suivre. Donc, on voit que ici, quand les taux d'intérêt montaient, la bourse montait aussi. Par la suite, les taux d'intérêt se sont stabilisés. La bourse a commencé à baisser un petit peu juste ici. Et quand l'économie donc a vraiment ralenti, eh bien, c'est là qu'on a vu la bourse baisser beaucoup. C'est là qu'on a vu les taux d'intérêt baisser beaucoup. Et c'est également là qu'on a vu le taux de chômage en mauve augmenter énormément. Donc ça, c'est super important de le comprendre. La Banque centrale augmente les taux d'intérêt. Ça ralentit de plus en plus l'économie. Quand il y a quelque chose qui brise dans l'économie, c'est là que la bourse se retourne, c'est là que les taux d'intérêt rebaissent et c'est là que le taux de chômage augmente. C'est tout le temps la même chose qui se répète. Donc ça, c'était en 2000. On peut observer exactement la même chose en 2008. Donc on a les taux d'intérêt qui augmentent juste ici. On a par la suite le marché boursier qui continue d'augmenter. On a les taux d'intérêt qui se stabilisent. Durant ce moment-là, la bourse est encore haussier. Quand l'économie commence à se briser, quand on commence à avoir des faillites, etc., on a le taux de chômage qui augmente, la bourse qui descend et les taux d'intérêt qui redescendent aussi. Okay? C'est tout le temps le même principe. Donc, quand une banque centrale augmente les taux d'intérêt, c'est pas là que l'économie se plante historiquement parlant. Et on avait eu aussi quelque chose d'assez similaire en 2020 avec la pandémie. C'était pas exactement pareil parce que la situation était très différente puis c'était pas un crash vraiment financier, c'était plus une crise sanitaire, ce qui n'est pas la même chose évidemment. Mais concrètement, on a un peu le même principe. Les taux d'intérêt augmentaient, la bourse continuait d'augmenter. On a eu justement le crash ici, les taux ont rebaissé et le taux de chômage a augmenté. OK, c'est tout le temps le même principe. Donc, si on regarde où est-ce qu'on est présentement par rapport à ces cycles-là juste ici? Eh bien, on voit que les taux d'intérêt ont augmenté. En général, oui, la bourse avait un petit peu baissé ici, mais on voit qu'on est redevenu haussier puis qu'on est sur des points hauts historiques au moment où j'enregistre la vidéo. Donc, en général, la bourse est encore haussière. Et on voit que le taux de chômage, pour l'instant, eh bien, il est très faible. OK? Il n'a vraiment pas augmenté. 3,7 comme on peut le voir juste ici là, sur le taux de chômage, c'est extrêmement faible. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, les taux d'intérêt ont augmenté. Dans cette période-là, la bourse est encore haussière. On voit que les taux d'intérêt ont commencé à se stabiliser récemment. Et durant cette période-là, normalement, les marchés boursiers sont encore haussiers. Et c'est là, justement, qu'il va être important de regarder, c'est-à-dire au niveau du taux de chômage. Donc, quand le taux de chômage va commencer à remonter, souvent, le chiffre clé à regarder, c'est le niveau des 5 sur le taux de chômage. Donc, si on repasse au-dessus de 5 sur le taux de chômage, eh bien, là, probablement que la bourse commencerait une plus grosse correction, les taux d'intérêt commenceraient à rebaisser également. Et là, la question, ça va tout simplement être de se dire, OK, à quel point ça va ralentir. Si l'économie ralentit juste un petit peu, ça pourrait, par exemple, juste nous donner une correction et par la suite repartir à la hausse. Si on a quelque chose d'un petit peu plus intense et d'un petit peu plus inquiétant et peut-être même un petit peu de peur sur les marchés, c'est là qu'on aurait tout simplement une plus grosse correction. Les taux d'intérêt baisseraient beaucoup et le taux de chômage augmenterait beaucoup également. Okay? Donc, vous voyez, c'est tout le temps le même principe. Il faut vraiment y aller étape par étape. Donc, Banque centrale augmente les taux d'intérêt et par la suite les stabilise. Durant cette période-là, la bourse est encore haussière. Le plus longtemps que ça dure, le plus il y a de probabilité que quelque chose brise dans l'économie. Et si quelque chose brise dans l'économie, que ce soit des grosses faillites, que ce soit le taux de chômage qui augmente énormément, eh bien c'est là que la bourse commence une correction. Donc, au moment où j'enregistre la vidéo, comme on peut le voir sur le graphique, eh bien, on a tout simplement les taux d'intérêt qui sont stabilisés, la bourse qui est encore haussière et le taux de chômage qui n'a pas augmenté. Donc, simplement
basé là-dessus, on a déjà beaucoup plus de probabilité de tout simplement continuer à monter jusqu'à temps que peut-être quelque chose brise ou que quelque chose ralentit. Peut-être que ça peut prendre des semaines, peut-être que ça peut prendre des mois, peut-être que ça va jamais arriver durant la prochaine année. Ça, c'est très difficile à évaluer, mais pour l'instant, tout me semble encore haussier de ce point de vue-là, tout simplement. Si on regarde également l'inflation en soi, l'inflation, c'était le problème qu'on avait eu principalement après la pandémie. Donc, on voit ici qu'on a vu la pandémie aux alentours de 2020. Par la suite, on a eu l'inflation qui a énormément augmenté. L'inflation, c'est tout simplement ce qui représente en fait là, la hausse des prix des biens et services ou alors la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Concrètement, c'est ça l'idée. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif de la Banque centrale pour l'inflation, c'est d'avoir un 2% annuel. Et comme on peut le voir, on avait énormément augmenté. C'est quand même une hausse là, qui est assez impressionnante. Si on regarde le graphique, là, un graphique comme ça de très long terme, on voit qu'on était quand même assez élevé dans l'inflation historiquement parlant. Et donc, c'est pour ça que la Banque centrale a agressivement monté les taux d'intérêt pour essayer de ralentir l'inflation et de faire en sorte que ça diminue. Donc ça, c'était plus en 2022, comme on a vu le précédemment sur le graphique. Mais là, si on regarde donc plus récemment, on voit que l'inflation a quand même bien redescendu. On n'est pas encore à 2% annuel, mais on voit qu'on est quand même pas très loin. On voit qu'on est, mettons, sur 25 ans, là, dans une moyenne qui reste élevée, mais qui n'est pas non plus trop élevé, entre guillemets. Donc, la Banque centrale, en ce moment, veut que l'inflation continue de baisser. Et normalement, c'est quelque chose qui devrait se concrétiser. Pourquoi? Parce que quand la Banque centrale augmente les taux d'intérêt, l'impact réel que ça a sur l'économie, il y a tout le temps un délai d'à peu près 1 an, plus ou moins, avant que ça se fasse ressentir. Puis c'est normal quand on y pense. Si la Banque centrale augmente les taux d'intérêt mercredi, ben c'est pas jeudi que ça y est, tout le monde est impacté par ça, puis oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Ça prend du temps pour que les gens, justement, contractent des nouveaux prêts, etc., et que ça se fasse vraiment ressentir pour de vrai. Et donc, si on revient sur ce graphique-là, on voit que les taux d'intérêt augmentaient encore aux alentours là, de février, mars, avril, mai, juin, etc. de 2023. Et donc, quand j'enregistre la vidéo, on est en mars 2024. Donc, est-ce que c'est plausible de penser qu'on va peut-être ralentir un petit peu plus parce qu'il n'y a pas toutes ces hausses de taux d'intérêt qui sont vraiment inclus, on va dire, là, dans l'économie? Eh bien, je pense que ça fait du sens. Donc, normalement, basé là-dessus, on pourrait voir l'inflation continuer de baisser, ce qui est parfait parce que c'est ça, au final, que la Banque centrale veut observer. Et ce qui a été vraiment intéressant dans les 2 dernières années, donc, c'est que la Banque centrale avait quand même beaucoup de travail parce que non seulement ils devaient essayer de faire baisser l'inflation, mais en même temps, leur objectif, c'est pas non plus de créer un crash ou quoi que ce soit. S'ils sont capables de faire baisser l'inflation tout en gardant l'économie qui va plutôt bien, eh ben, c'est excellent. OK? Puis au final, c'est réellement ça qu'ils ont réussi à faire. Donc, l'inflation a bien rebaissé. Mais si on revient au taux de chômage que j'ai juste ici, on voit qu'on est extrêmement faible sur le taux de chômage. Donc, l'économie va encore super bien au niveau des États-Unis. Puis, il n'y a pas vraiment de signes négatifs ou quoi que ce soit. On est très, très loin d'une récession. Donc, en général, je dirais que la Banque centrale, pour ce coup-là, ont quand même bien géré les choses parce qu'ils ont augmenté les taux d'intérêt suffisamment pour faire baisser l'inflation, mais en même temps, pas trop au point où ce que ça va péter quelque chose dans l'économie. Donc, c'est vraiment un juste milieu qui était assez difficile, je pense, à juger pour eux, mais pour l'instant, ils semblent avoir très bien réussi à faire ça et c'est excellent. Puis on le voit avec la bourse là, qui continue d'augmenter sans arrêt. Donc concrètement, c'est un petit peu ça l'idée si on fait justement un tour plutôt général. Sinon, un autre point que je voulais mentionner rapidement, ici, là, on regarde un graphique là, du ISM Manufacturing PMI. C'est essentiellement un indicateur du secteur manufacturier aux États-Unis. On pourrait aussi regarder le secteur des services, mais ici, juste pour à titre d'exemple, je vais utiliser celui-là. Et essentiellement, cet indicateur-là, c'est un indicateur qui est extrêmement utilisé par tous les fonds d'investissement, les banques, etc., parce que c'est un indicateur qu'on appelle avancé qui va avoir tendance à nous montrer 6 à 12 mois d'avance l'évolution d'une économie et de son PIB. C'est quelque chose que j'ai appris sur les trading floors avec mes mentors, donc c'est quelque chose qui est vraiment utilisé à un niveau professionnel. Au niveau retail, c'est beaucoup moins connu, donc vous avez entre guillemets un peu de chance de savoir ça parce que
Il n'y a pas beaucoup de traders qui savent ça tout simplement dans le monde retail, mais c'est un très, très, très bon indicateur avec une précision aux alentours de 80%, 6 à 12 mois d'avance de qu'est-ce qui va arriver. La façon qu'il faut lire l'indicateur en soi, c'est plutôt simple à comprendre. On a le niveau des 50 juste ici. Si on est au-dessus des 50, c'est qu'on est en croissance. Si on est en dessous des 50, on a un léger ralentissement. Et donc, si on regarde les 12 derniers mois, juste ici, là, au niveau du ISM Manufacturing PMI, on voit qu'on est légèrement en dessous de 50. Okay? On voit là qu'on est à peu près aux alentours de 48 en moyenne. Et donc, comment qu'il faut interpréter ces données-là? Eh bien, c'est plutôt simple. On n'est pas en croissance parce qu'on est en dessous de 50, mais on n'est pas non plus extrêmement négatif. Et peut-être pour vous mettre en contexte là, par rapport à ça, si je dézoome un peu plus au niveau du graphique, et qu'on s'en va chercher les deux derniers gros crashs financiers, c'est-à-dire en 2000 et en 2008 qu'on avait vu et que je vous ai montré un petit peu plus tôt aujourd'hui, eh bien, on peut voir qu'en 2000, les PMIs, là, au niveau manufacturier, on était plus aux alentours à peu près de 42. On peut le voir là, ici sur l'axe, OK? Donc à peu près 42, là, plus ou moins. Et on voit qu'en 2008, on avait baissé même là, jusqu'à à peu près 35 environ. Fait que, en ce moment, on est plus vers 48. Fait que c'est pour ça que je dis que oui, on est un petit peu en ralentissement. Et puisque c'est un indicateur avancé, on pourrait s'attendre de ralentir un petit peu plus, ce qui est très logique, encore une fois, vu que les taux d'intérêt était encore en train d'augmenter il n'y a même pas un an, eh bien, c'est logique qu'on ralentisse un petit peu plus, c'est logique que l'inflation baisse un peu plus, c'est logique que les données de l'emploi et que le taux de chômage augmentent un tout petit peu, mais pour l'instant, basé sur le ISM Manufacturing PMI, qui est, encore une fois, très précis comme indicateur, eh bien, on n'est pas dans un crash, on n'est pas dans une situation de panique, on a un léger ralentissement et encore une fois, c'est parfait parce que c'est exactement ça que la Banque centrale voulait pour être capable de faire baisser l'inflation. Donc, moi, personnellement, c'est l'un des indicateurs que je vais le plus surveiller pour justement faire évoluer mes idées fondamentales et voir comment les marchés vont développer. Donc, ça, c'est quelque chose qui est super important là, de comprendre. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'en général, basé sur cette donnée-là et les autres qu'on a vues aujourd'hui, eh bien, mon hypothèse, donc, c'est qu'on va rester haussier sur les marchés. Il va être donc important de surveiller, évidemment, le ISM Manufacturing PMI. Si, mettons, les PMI commencent à vraiment baisser beaucoup, là, peut-être qu'on rentrerait dans une situation un petit peu plus stressante avec un risque d'une plus grosse correction. Mais pour l'instant, je pense que les marchés vont rester haussiers en général. Évidemment, on va potentiellement avoir une petite correction et je vais vous montrer comment ça pourrait se concrétiser. Mais donc, en général, l'économie va bien, on s'attend à un léger ralentissement, on le voit venir d'avance avec les PMIs. C'est un ralentissement qui, à mon avis, va être suffisant pour que l'inflation continue de baisser, mais qui ne sera pas trop intense pour que l'économie se plante. Et ça, c'est le juste milieu pour tout simplement avoir une petite correction, me permettre d'accumuler des positions et de par la suite continuer de monter. Donc, en général, mon analyse pour l'instant sur les marchés boursiers, ça ressemble pas mal à ça. En ce moment, il y a un seul risque que je vois à toute cette thèse que je viens de vous expliquer et je vais vous le montrer à l'instant. Et le risque, c'est au niveau du pétrole. Pourquoi le pétrole? Eh bien, il faut savoir, premièrement, que le pétrole, c'est l'une des matières premières, si ce n'est en fait la matière première la plus importante à suivre sur les marchés. Et la raison, c'est assez simple, c'est parce que le pétrole, c'est ce qu'on appelle un indicateur avancé de l'inflation. Ce que ça veut dire, c'est que si on compare le graphique du pétrole et le graphique de l'inflation, on va voir qu'il y a des cycles en fait qui sont extrêmement similaires. Et je vous ai d'ailleurs sorti un graphique là, juste ici où ce qu'on voit en bleu l'inflation et on voit en rouge le pétrole. Et comme on peut voir, les cycles de baisse et de hausse, eh bien, on voit que c'est exactement la même chose. Et là, ce qu'il faut faire attention puis ne pas se mélanger, c'est que ce n'est pas l'inflation qui influence le pétrole. C'est bel et bien le pétrole qui influence l'inflation. Okay? Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Et donc, pourquoi c'est important? Eh bien, c'est parce que si, par exemple, le pétrole commence à remonter, et qu'on a une hausse assez significative sur le pétrole, eh bien, il y aurait des chances que l'inflation remonte aussi. Et donc, si l'inflation remonte aussi, peut-être que la Fed n'aura pas le choix de laisser les taux d'intérêt beaucoup plus élevés pendant plus longtemps, ou peut-être même de les remonter si le pétrole augmente vraiment beaucoup. Et donc ça, c'est le seul risque vraiment concret que je vois, parce que si le pétrole augmente et que la Fed est forcée de laisser les taux d'intérêt élevés pendant plus longtemps, eh bien, à ce moment-là, ce qui pourrait arriver, c'est que l'économie va vraiment
souffrir davantage de la hausse des taux d'intérêt et peut-être qu'éventuellement, à terme, ça pourrait mener à une plus grosse correction. Et donc, si on regarde le graphique du pétrole, en ce moment, on a une tentative de breakout qu'on appelle. Donc, on voit qu'on avait un très beau niveau technique juste ici là, sur un graphique journalier avec également le 200 Moving Average qui est un très bon indicateur technique. Et on voit qu'on est en train potentiellement de breakout. C'est encore un petit peu tôt au moment où j'enregistre la vidéo, mais si on est vraiment capable, par exemple, sur le pétrole, de sortir en fait là, de ce niveau-là ici et de peut-être remonter là, par exemple jusqu'à ce niveau-là, eh bien, je pense qu'une telle hausse sur le pétrole va amener l'inflation à remonter un peu. Et surtout si on brise, par exemple, là, ce niveau-là puis que le pétrole commence à vraiment beaucoup monter, ça va vraiment créer un gros risque et une pression assez importante sur l'économie en général parce que l'inflation va remonter, les banques centrales n'auront pas le choix de laisser les taux d'intérêt beaucoup plus élevés pendant plus longtemps et ça, à terme, donc, ça pourrait amener une plus grosse correction, comme j'ai dit. Donc, au moment où j'enregistre la vidéo, c'est principalement ce risque que je suis en train d'observer et de suivre à tous les jours pour justement évaluer mes positions là, sur les marchés. Évidemment, il y a aussi le risque en soi que l'économie en elle-même ralentit plus parce que peut-être qu'on aurait des faillites ou des choses comme ça. Mais ça, je vous dirais que c'est un risque qui est entre guillemets tout le temps présent. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui est si important à mentionner. Mais donc ici, ça va être important de suivre vraiment le pétrole pour voir si on n'aurait pas une hausse potentiellement de l'inflation dans les prochains mois si le pétrole commence à beaucoup remonter. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour pour la partie fondamentale et macroéconomique de mon analyse. Je vous confirme également que cette analyse-là et cette compréhension macroéconomique-là, c'est réellement ce qui fait la différence entre des traders particuliers et des traders professionnels. La grande majorité des traders particuliers, malheureusement, qui n'ont pas de résultats, et bien souvent, c'est qu'ils vont se concentrer uniquement sur les graphiques et ils vont complètement négliger la macroéconomie et souvent avoir aucune connaissance, malheureusement, par rapport à ça. Et c'est souvent donc ce qui va différencier les amateurs des professionnels parce que je vous confirme que n'importe quel professionnel, n'importe quel hedge fund va tout le temps se baser sur la macroéconomie en premier lieu, comme je viens de le faire. Et par la suite, l'analyse technique, donc les graphiques, ça va seulement nous aider à trouver des endroits intéressants pour acheter ou vendre les marchés selon donc notre hypothèse fondamentale. Concrètement, le processus d'analyse que j'utilise et même que j'enseigne au sein de notre programme, c'est exactement ça. Le processus en soi est plutôt simple. Maintenant, c'est juste de savoir comment faire son analyse fondamentale et technique. Mais donc, concrètement, c'est ça l'idée. Fait que, tout ça pour dire donc que fondamentalement, comme on a vu, eh bien, je suis encore très haussier. D'un point de vue cycle de taux d'intérêt, on est encore dans une période où ce que les marchés ont tendance à monter. L'économie va bien, le taux de chômage est faible. On a un léger ralentissement assez pour faire baisser l'inflation, mais pas non plus pour briser quelque chose dans l'économie. Donc bref, tout me semble haussier. Évidemment, ça peut changer. Si vous écoutez cette vidéo-là dans plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être que ça va être différent et c'est tout à fait normal. Les marchés sont en constante évolution, mais en ce moment, je reste haussier et je pense donc qu'il y a beaucoup plus de probabilités que le marché à terme sur plusieurs mois continue de monter si la situation reste assez similaire. Maintenant, comme j'avais dit donc un petit peu plus tôt aujourd'hui, j'avais réussi à accumuler des positions juste ici. Il faut savoir également que dans mon trading, j'ai différents systèmes de trading, c'est-à-dire que j'ai des systèmes plus actifs, j'ai des investissements plus passifs, j'ai quand même une certaine diversification dans tout ce que je fais. Donc au niveau de mes systèmes actifs, j'avais pris beaucoup de profits aux alentours de ces niveaux-là et au niveau de mes systèmes passifs, je suis encore pleinement investi là, sur les marchés. Donc en général, là, je profite quand même bien là, de toute la hausse là, qu'on a en ce moment. Maintenant, ce qui va être intéressant de regarder, là, parce que là, on voit que le marché a vraiment beaucoup monté, le mouvement est quand même assez agressif. C'est quand même logique parce que comme on vient de le voir, eh bien, fondamentalement, c'est très haussier. Donc, c'est logique en fait qu'on ait un mouvement qui est haussier également et qui a quand même une certaine puissance dedans. Maintenant, ce qu'il faut faire attention et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une plus grosse correction reste quand même quelque chose de possible. Ce que je veux dire, donc, quand je dis plus grosse correction, juste pour être clair, on n'est pas en train de parler d'un crash ou quoi que ce soit. Si éventuellement, par exemple, ce mouvement-là viendrait à terminer et qu'on commencerait une plus grosse correction, peut-être que je regarderais quelque chose qui ressemble à ça. Donc peut-être, mettons, de retourner sur ce niveau-là ici ou peut-être, mettons, de retourner sur ce niveau-là. Si le marché continue de monter comme ça, on va avoir aussi les moving average comme ça qui vont remonter. Donc, une plus grosse correction qui ressemble à quelque chose comme ça serait éventuellement envisageable. Je pense que ça viendrait si le pétrole remonte quand même beaucoup et qu'on commence à avoir peur que l'inflation remonte également. Donc ça serait mon hypothèse pour l'instant. Mais comme je dis, personnellement, je ne vais pas essayer de me positionner pour cette correction-là. Je ne vais pas essayer de la trader ou quoi que ce soit. Puisque je suis haussier, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter le marché. Okay? C'est de tout simplement suivre la tendance. Oui, on pourrait avoir une plus grosse correction.
Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va en avoir une ou ça ne veut pas non plus forcément dire qu'on va en avoir une maintenant. Il faut quand même aussi porter attention là, sur, mettons, la divergence qu'on a juste ici sur le RSI. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, le RSI, c'est un indicateur technique. Et quand on a, par exemple, le marché qui augmente et le RSI qui diminue, comme on peut voir juste ici, c'est ce qu'on appelle une divergence. Donc, une divergence, c'est un terme physique qui indique que deux mouvements vont dans des sens opposés. Et ce que ça nous montre essentiellement, c'est que oui, on est toujours haussier, mais on a un peu moins de puissance acheteuse qu'à ce moment-là, par exemple, là, juste ici, où ce qu'on était vraiment plus élevé sur le RSI. Donc, on est encore haussier. Le marché est encore en tendance haussière, mais on voit que ça ralentit un petit peu au niveau de la puissance acheteuse. Et c'est important aussi quand même de garder en tête, veut pas, que le mouvement haussier qu'on a comme ça en ce moment sur les marchés, on va pas monter comme ça à l'infini. OK, ça va pas faire ça tout le temps et vraiment rester dans le petit canal qu'on a en ce moment-là. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va briser soit à la hausse ou à la baisse. Si ça brise à la hausse, tant mieux, je vais juste en profiter davantage. Et si ça brise à la baisse, eh bien, c'est pas plus grave que ça. Je vais juste regarder pour des niveaux intéressants où est-ce que je pourrais potentiellement accumuler davantage de positions. En ce moment, je vous dirais que le niveau qui m'intéresse davantage, ce serait peut-être ici, si on est capable de corriger à ce niveau-là. Si le marché continue de monter, peut-être qu'on pourrait même aller chercher là, plus les moving average comme ça. Mais dans tous les cas, si on n'a pas vraiment quelque chose qui brise de façon intense, là, comme j'ai dit dans l'économie, je ne m'attendrais pas à avoir une correction trop profonde et je ne pense pas qu'on viendrait briser en dessous du 200 moving average. Le 200 moving average, c'est la ligne jaune que j'ai juste ici. Et si je cache toutes les autres choses, là, juste pour vous montrer ça rapidement, eh bien, on voit que c'est un très bon filtre, en fait, là, de tendance haussière ou de tendance baissière. Donc, durant ici le marché haussier qu'on avait eu après la pandémie, on était au-dessus du 200 moving average. Quand on a commencé la plus grosse correction en 2022, on est passé en dessous du moving average et on voit que ça avait bien été respecté également ici et ici. Et quand on était redevenu haussier, eh bien, on était au-dessus du moving average. On voit que ça avait été respecté ici. Donc, dans le cas où on aurait une plus grosse correction, je pense qu'on pourrait éventuellement revenir sur le 200 moving average. Ça donnerait un niveau d'achat qui serait hyper intéressant si, en général, le fondamental reste haussier. Donc, ça, comme j'ai dit, ça serait dans le cas d'une plus grosse correction. C'est pas forcément ce qu'on va avoir. Là. Je pense pas que c'est nécessaire de forcément retourner à ce niveau-là. Mais donc, si jamais on a ça, ça pourrait quand même être une possibilité. Dans tous les cas, comme j'ai dit, le fondamental reste haussier. Je suis encore haussier sur les marchés. J'ai eu d'ailleurs des très bons trades là, la semaine dernière sur le Nasdaq où ce que j'avais acheté le marché aux alentours d'ici et même aux alentours d'ici. J'ai fermé ces positions-là cette semaine-là aux alentours de ces niveaux-là juste ici. Donc, bref, c'était quand même un très beau trade également. Et donc, tout ça pour dire qu'en ce moment, eh bien, les marchés sont haussiers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder pour des opportunités d'achat. Et si on commence éventuellement une plus grosse correction, eh bien, j'attendrai que cette correction-là atteigne un niveau intéressant sur le marché pour potentiellement accumuler davantage de positions. Bon, voilà, c'est pas mal ce qui fait le tour pour mon analyse des marchés boursiers en mars 2024. Donc, comme vous voyez, en général, je suis très haussier. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des risques de malade. OK, on s'entend, il faut tout le temps calculer son risque et rester prudent malgré tout. Mais en termes de probabilité, eh bien, tout me laisse croire qu'on pourrait continuer de monter, tout simplement. Et donc, si vous aimeriez justement vous lancer en trading de façon plus concrète ou alors améliorer vos résultats sur les marchés si vous en faites déjà, je vous invite à regarder le lien dans la description de cette vidéo et vous allez y retrouver une autre vidéo où j'explique un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'on fait au sein de notre programme de coaching, c'est quoi les étapes qu'on met en place avec les étudiants pour qu'on puisse aller chercher des résultats et même aller chercher plus de capital afin d'avoir un meilleur revenu. Donc, ça va vraiment vous expliquer beaucoup plus en détail comment on travaille au travers du programme et vous permettre de voir si c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. Et si par la suite, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez même avoir la possibilité de planifier un appel avec moi ou un membre de notre équipe pour en discuter davantage et de voir si réellement on peut vous aider avec ça. Donc, regardez le lien dans la description de cette vidéo et ça va vous donner toutes les informations nécessaires à ce sujet-là. Sinon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si oui, comme j'ai dit, mettez-y un like, j'apprécierais énormément. Et là-dessus, on va tout simplement se retrouver dans la prochaine vidéo.